conjugale. Oui, de toutes les façons, l'appréciation des causes du divorce revient en dernier ressort au juge. Mais parmi les causes énumérées, il n'y a pas cette incapacité-là. Mais c'est plutôt le refus d'accomplir l'acte qui est constitutif d'injure grave. D'accord. Voilà. Donc quand on a la possibilité de le faire et qu'on refuse de le voilà, faire. qu'on refuse, là, il y a cause de divorce. Maintenant, si à l'épreuve du terrain, vous vous rendez compte que ce n'est pas une question de refus, mais le conjoint est dans l'incapacité totale d'accomplir ses devoirs, eh bien, il faut vous adresser au juge. La décision lui revient en dernier ressort. D'accord. Voilà. Alors, à côté donc du devoir de communauté de vie et du devoir de cohabitation, il y a le devoir de fidélité. Devoir très important parce que quand Plus important même, je dirais. Oui, quand on décide de s'unir à un homme ou à une femme devant Dieu et devant les hommes, alors on s'oblige à ne plus regarder un autre homme ou une autre femme, en tout cas avec des regards de convoitise. Est-ce que vous pouvez répéter ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui gagneraient à le comprendre. Quand on décide d'épouser une femme, Oui. on s'engage à ne plus regarder une autre ailleurs. Avec un regard de De convoitise. convoitise, je suis d'accord. Voilà. Donc, le devoir de fidélité, c'est un corollaire indispensable des rapports entre les époux. Voilà. L'homme s'oblige à être fidèle à sa femme, la femme s'oblige à être fidèle à son mari. Et l'atteinte la plus grave au devoir de fidélité, c'est ce que nous appelons l'adultère. C'est-à-dire quand vous avez des rapports intimes extra-conjugaux, ça c'est constitutif d'adultère, qualifié injure grave par le législateur, aussi cause de divorce. Donc, quand vous vous engagez, soyez sûr que vous êtes véritablement engagé parce que c'est la porte de non-retour que vous venez d'emprunter. C'est pas une prison non plus. Non, pas du tout. D'accord, il y a également le devoir d'assistance, Maître Fana. Le devoir d'assistance, c'est un devoir de solidarité entre époux, entre conjoints. Vous vivez ensemble, votre conjoint se trouve dans des périodes de difficultés morales, s'entend, peut-être d'ordre familial, elle a des problèmes en famille, ainsi de suite. Votre devoir en tant que conjoint, c'est de lui apporter assistance morale. Ça, c'est aussi l'une des obligations liées au mariage. Donc, voilà les... Parlons toujours d'assistance. Est-ce que l'assistance financière, c'est un des devoirs? Oui, oui, l'assistance financière, c'est un devoir. Est-ce qu'une femme peut prétendre, par exemple, je ne sais pas, une part du salaire de son époux? Pas pour en faire un usage personnel. Parce que quand vous vous mariez, il y a les charges du ménage. Dorénavant, l'homme, aussi bien que la femme, contribue aux charges du ménage. Très bien. Mademoiselle Aïcha est en ligne, elle nous appelle du plateau d'Okuy. Allô? Oui, bonjour Mademoiselle Aïcha. Allô? La connexion n'est pas bonne du tout, on vous entend difficilement. Allô? Oula. D'accord. Alors, on revient donc à l'assistance, au devoir d'assistance. On a parlé d'assistance morale. Moi, je parle d'assistance financière. Est-ce qu'un homme qui a un salaire assez conséquent, qui paye bien évidemment, qui fait face aux charges de la maison, donc le loyer, les factures, etc., mais qui ne donne pas d'argent à sa femme pour s'entretenir, admettons que la femme ne travaille pas, qui ne donne rien pour s'entretenir, pour s'embellir, etc. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il va à l'encontre des devoirs du mari? Oui, bien sûr. Tout cela fait partie des charges du ménage. Les charges du ménage constituent tout ce qui peut contribuer au bien-être physique, moral de l'un et l'autre. Donc, et même si la femme travaille, il doit quand même faire face ou pas du tout? Si elle a des revenus personnels, je vous l'ai dit, les charges du ménage sont supportées conjointement. Ça, c'est l'article 58 par nouveau, ça. Les deux époux, chacun dans sa proportion. D'accord, on a un appel de monsieur Nguessambrou qui nous appelle d'Abobo. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur.
Alors, bonjour, madame. Merci d'être notre compagnon, on vous écoute. Moi, mon truc que je voudrais dire, c'est le problème est que vraiment, il y a des femmes aujourd'hui qui nous marient aujourd'hui qui ne sont pas fidèles. Et les femmes qui ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles, malgré qu'ils se marient. Oui. Alors, On vous entend difficilement, mais on vous entend. On revient donc au mauvais côté de l'article 58 nouveau qui oblige désormais l'homme et la femme à participer en proportion de leurs moyens aux charges du ménage. Précédemment, c'était exclusivement l'homme. C'était exclusivement l'homme. C'est plutôt l'article 59 qui parle de contribution aux charges de ménage. Donc l'article 58 parle de gestion conjointe de la famille. Antérieurement, l'homme était d'office le chef de famille. Mais dorénavant, on parle de gestion conjointe, donc il appartiendra aux époux de décider lequel de monsieur ou madame aura, n'est-ce pas, la puissance paternelle. Ah bah si, dans ce cas-là, si la femme doit contribuer, l'homme garde sa puissance paternelle. Bon. Il est le chef jusqu'à la mort. D'accord, on a parlé donc des devoirs réciproques qui sont les devoirs de communauté de vie et de cohabitation, les devoirs de fidélité et d'assistance. On va parler des droits maintenant, parce qu'il n'y a pas que des devoirs, il y a également des droits. Bien sûr, il y a des droits liés au mariage, notamment en ce qui concerne la femme. Si un Ivoirien décide de se marier à une non-ivoirienne, au jour de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil interpelle la femme pour la question de savoir si elle opte pour la nationalité de son mari. Si elle accepte, alors elle acquiert de droit la nationalité ivoirienne le jour même de la célébration du mariage. Donc ça, c'est un premier droit au profit de la femme. Et si elle refuse, elle garde sa oui, nationalité. Elle peut la réfuter. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une double nationalité à ce moment-là? Dire je veux bien la nationalité ivoirienne, mais je garde également ma nationalité. Ou c'est pas possible? Bon, c'est une option que vous avez à faire. C'est une option. D'accord. Donc, la femme, elle peut accepter comme elle peut refuser, mais c'est un droit qui lui est reconnu. Deuxième droit pour la femme acquiert l'usage du nom marital. Voilà. Vous vous mariez à M. Fofana, dorénavant, vous êtes Madame Fofana. Donc, autre droit. Maintenant, les autres droits réciproques. Pardon, toujours concernant le nom. Oui. Une petite question comme ça qui peut paraître idiote. Est-ce que l'homme peut prendre le nom de sa femme s'il veut, s'il désire? Ça n'existe pas dans la loi. Dans notre loi, non, c'est la femme qui prend le nom du mari. Mais alors là, la femme peut refuser également. Elle peut décider si c'est une femme qui est déjà connue, je sais pas moi, une styliste, une dame publique qui utilise déjà son nom pour notamment gagner de l'argent, qui estime qu'en prenant le nom de son mari, ça peut perdre un peu ses clients. Elle peut décider de ne pas prendre le nom de son mari et de garder son nom de jeune fille. Non, si vous vous mariez, l'usage du nom marital est un droit que vous ne pouvez pas réfuter. Par contre, si dans votre activité professionnelle, vous avez déjà un nom qui est prospère, qui est connu, à l'occasion de votre activité professionnelle, vous utilisez votre nom antérieurement connu. Sinon, dans votre vie quotidienne de tous les jours, vous devenez Madame X. Voilà, vous avez l'usage du nom marital. D'accord. Alors, la gestion conjointe de la famille, on en a parlé un peu, l'article 58. Gestion conjointe de la famille, article 58. Dorénavant, disais-je, l'homme n'est plus d'office le chef de la famille, quoique dans les 75% des cas, la charge lui revient toujours, mais dorénavant, la direction du foyer est conjointement confiée aux deux époux, quitte à eux de s'organiser pour décider qui de l'homme ou de la femme assumera les responsabilités de chef de famille. Voilà. Et puis l'article 59 qui, je vous voyais jubiler tout à l'heure quand on parle de gestion conjointe, ça m'a quelque peu refroidi. Refroidi vos ardeurs. Oui. Donc, dorénavant, quand vous aspirez à co-gérer la famille, eh bien, cela implique pour vous
la réciprocité, qui est donc la contribution aux charges du ménage. Très bien, on y revient, Maître Fofana. On a M. Yelbi qui nous appelle du Burkina. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Yelbi. Oui, bonjour, madame. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Voilà, moi j'appelais juste pour intervenir par rapport au soutien de l'homme sur la femme, là. Oui. Ouais, puisque moi je trouve que dire qu'une dame qui a ses revenus propres à elle, bon, moi j'explique que ça soit nécessaire ou encore, bon, pas nécessaire, obligatoire que l'homme subvienne à tous les besoins de la famille. Au moins pour ce qui concerne des produits personnels, des petits matériels de madame, elle en ce moment elle peut prendre en charge et l'homme s'occupe entièrement de la famille. Que ce soit le loyer, les vivres. Je suis d'accord pour le faire, mais prendre en charge la femme malgré ses revenus, il faut l'acheter ses pommades, ses petits trucs. C'est pas aussi simple, hein, je pense. D'accord. C'est votre point de vue qu'on respecte, Donc, monsieur Yelbi. c'était mon point de vue par rapport à la chose comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Très bonne journée. Alors, Maître Fofana, on revient donc... Voilà, donc dorénavant, l'article 59 dit que ce n'est plus l'homme qui s'occupe de toutes les charges du ménage. Dorénavant, l'homme et la femme contribuent dans la proportion de leurs moyens. Voilà. Mais la charge ne repose plus exclusivement sur les seules épaules de l'homme. Voilà. Donc, je ne commenterai pas cet article. Voilà. Je n'aime pas, je n'apprécie pas du tout. D'accord. D'accord. Alors, le choix conjoint du domicile, hein, oui. Avant encore, c'était l'homme qui choisissait. L'homme qui choisissait et la femme était obligée d'habiter avec lui. Mais dorénavant, le choix du domicile se fait de manière conjointe. Maintenant, le problème qui va se poser, si consensuellement vous n'arrivez pas à tomber d'accord sur le choix d'un domicile, vous allez vous adresser au juge et puis le juge va départager entre vous. D'accord. Voilà. Donc si le monsieur, je vous posais la question hier, je vous la repose aujourd'hui. Oui. On a un appel d'abord. Allô? Monsieur Salif qui nous appelle de Bondoukou. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, s'il vous plaît, j'ai fait un rêve là, il voulait parler au maître. Vous donnez son numéro à la fin de l'émission, vous l'appellerez et vous lui expliquerez votre rêve. C'est bon? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Salif. Alors, je reviens donc à la question que je vous posais hier hors antenne. Alors, un monsieur qui a un salaire assez conséquent, sa femme connaît son salaire, et qui va prendre une maison dans un quartier que la dame estime pas assez bien pour la famille. Hein. Oui. Je veux dire, un quartier, elle imagine, il y a l'insécurité, il n'y a pas comment dire, d'accès à beaucoup d'infrastructures, etc. Est-ce que la femme peut porter, enfin pas porter plainte, est-ce que sa femme peut traîner le monsieur devant les tribunaux pour dire que le choix du domicile ne lui convient pas et qu'elle aimerait qu'il vive ailleurs parce qu'elle sait que son mari a les moyens de le faire? L'un des critères majeurs qui préside au choix du domicile, c'est la préservation des intérêts moraux et matériels de la famille. Quand vous avez les moyens de vivre dans un quartier décent, et puis volontairement, pour on ne sait trop quelle raison, vous allez habiter dans des conditions pas convenables à une situation familiale ordinaire, alors la femme a le pouvoir de vous attraire devant les tribunaux pour choisir, n'est-ce pas, un domicile plus convenable aux intérêts moraux de la famille. Voilà. Très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors, chaque époux a le droit d'exercer la profession de son choix. Oui. Antérieurement, il y a certaines activités que la femme ne pouvait pas exercer sans le consentement de son mari, notamment l'activité commerciale. Vous allez au registre du commerce d'Abidjan. À chaque fois qu'une femme voulait venir se déclarer comme commerçante, on lui demandait le consentement écrit de son mari parce que c'est ce que exigeait la loi. Donc, dorénavant, on n'a plus besoin de ce consentement puisque chacun est libre d'exercer la profession de son choix. Voilà. Je l'ignorais. Donc, c'est l'innovation majeure qui est apportée donc par l'article 67 nouveau de la loi sur le mariage. Alors, hormis le métier de commerçante, tous les autres métiers étaient faciles à embrasser pour les femmes sans
accords préalables de l'époux? Oui, tous les autres métiers étaient, mais c'est surtout les métiers liés à l'activité commerciale et à l'entrepreneuriat qui, semble-t-il, pouvaient créer, n'est-ce pas, des préjudices sur les revenus familiaux. Parce que quand vous entreprenez une activité commerciale, eh bien, c'est des fonds que vous ingérez, c'est un risque que vous prenez à tout moment. Voilà, c'était cela l'argument principal. D'accord. Monsieur Traoré est en ligne, il nous appelle du Togo. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur Traoré. Je voudrais passer à l'émission. D'abord, j'ai des points sur lesquels je voudrais réagir. Sur le devoir de fidélité. Le devoir de fidélité, oui. Bon, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on fasse de l'amalgame. Il faudrait que les femmes sachent qu'un homme, naturellement, est infidèle et elles doivent apprendre à pardonner leur mari. Vous savez, pourquoi je dis qu'un homme, naturellement, est infidèle? On vous écoute. De nos jours, moi, à ma qualité de musulman, je crois que ça ne va pas quand même déranger les femmes musulmanes. Mais quand je me mets de l'autre côté et mes frères des autres confessions religieuses, pourquoi y existe-t-il une maîtresse? Pourquoi existe-t-il quand même les premiers bureaux, deuxième bureau? Ça veut dire que l'homme, naturellement, est infidèle. Et une femme, avant le mariage, doit être préparée psychologiquement que mon mari peut un jour me tromper et apprendre quand même à pardonner. Ça, c'est le premier point. Mais le second point, je reviens par rapport à l'assistance financière. Le devoir de l'homme, c'est quand même d'entretenir sa femme. Et quand on sait que le droit commence là où s'arrête le devoir, et le droit de la femme, c'est de se regarder et de payer ses enfants au foyer. Donc, dire qu'un homme ne doit pas prendre en charge sa femme, je ne suis pas d'accord. Parce que l'homme, la femme est chez sa parent, c'est l'homme qui va vers la femme pour demander sa mère, c'est l'homme qui épouse la femme. Et tu ne peux pas épouser sa femme pour la famille. Si la femme n'était pas d'elle, je pense que tu n'allais pas avoir l'idée à aller demander sa mère. Donc, l'homme a l'obligation et le devoir d'entretenir sa femme. On dit que la femme, qu'elle travaille ou pas, si cette dernière décide de compléter ou d'assister son mari, c'est bon. Mais si elle ne veut pas assister son mari, c'est pas mieux. Mais l'homme doit se préparer moralement que son devoir, c'est d'assurer tout ce qu'il y a comme charge au foyer et entretenir sa femme. Je voulais quand même réagir sur les deux points. Je vous remercie. Merci, M. Traoré. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le dernier point. Le premier, vous comprendrez que j'y mette quelques réserves. Parce que quand on dit que l'homme est naturellement infidèle, j'ai l'impression qu'on vous a un peu trop gâté. C'est dans cette logique et dans ce mythe-là qu'on a élevé les hommes en disant aux femmes, si ton homme te trompe, tais-toi et ça va aller. Aujourd'hui, les hommes se croient tout permis. On est comme ça, de toute façon, on est comme ça. Mais non, vous n'êtes pas comme ça. Heureusement, Eva, et pour ton bonheur, que le législateur est là pour, n'est-ce pas, juger entre nous. En tout cas, le législateur dit que l'homme doit être fidèle à sa femme, la femme doit être fidèle à son homme. Il a très bien fait. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir respecter ses devoirs, alors ne vous engagez pas dans la voie du mariage. Je vous ai dit que cette émission, c'est surtout une émission de sensibilisation. Il faut que les futurs candidats au mariage soient suffisamment renseignés sur ce qui les attend, pour ne pas que, sitôt entrer dans les mariages, on se retrouve à se traîner devant les tribunaux, ce qui n'est pas souhaitable. Il a parlé un peu de religion, moi je ne connais pas trop la religion musulmane, mais en tout cas, justement, c'était... n'admet pas l'infidélité. Et puis c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour nos hommes de tenir face à la tentation, mais la Bible déclare que le royaume de Dieu appartient aux violents. Donc faites-vous violence. Enfin, parlant de religion musulmane, je pense qu'il voulait faire référence à la polygamie, dont nous avons parlé hier. Évidemment, le choix opéré par le législateur, c'est la monogamie. Très bien. En Côte d'Ivoire, en tout cas. En Côte d'Ivoire. On va finir avec 2 points. Communauté de biens, séparation de biens. En général, quand on assiste à une cérémonie de mariage, quand les mariés ou les candidats au mariage choisissent la communauté de biens, toute la famille applaudit, on est content. Est-ce qu'on fait bien d'applaudir? Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les 2 options? Qu'est-ce que c'est de la communauté de biens finalement? À l'origine, quand le législateur ivoirien prenait la loi de 1964, le seul régime reconnu en Côte d'Ivoire, c'était le régime de la communauté des biens.
Donc, en réalité, c'est ce régime-là qui est admis en Côte d'Ivoire. Le régime de la séparation, c'est un régime exceptionnel qui a été introduit après avec les différentes réformes. Voilà pourquoi, quand les candidats au mariage se présentent devant l'officier de l'état civil, il leur demande s'ils optent pour le régime de la séparation. Pourquoi? Parce que il est admis dans le subconscient que le régime de droit, le régime de fait, c'est le régime de la communauté. Alors, pourquoi communauté des biens, pourquoi séparation des biens? Il y a des intérêts qui sont liés à chaque type, n'est-ce pas, de régime matrimonial. Le régime matrimonial concerne la gestion des biens du couple. Alors, quand vous êtes dans le régime de la communauté des biens, ça veut dire que tous les biens que vous acquérez pendant la période du mariage sont des biens communs. Communs à l'homme et à la femme. Donc, les biens communs, ce sont les biens acquis par le couple pendant le mariage, les biens que vous recevez ou les présents qui sont faits au couple pendant le mariage, les gains et les salaires des époux, tout ça constitue des biens communs. Très bien. On a M. Kofi en ligne, il nous appelle du Ghana. Allô? Oui. Bonjour, M. Kofi. Bonjour, madame. Oui, je voulais participer à votre émission. Vous êtes le bienvenu. Voilà, merci. Vous voyez, la fidélité d'une femme et d'un homme, le mariage même, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est Dieu qui l'a créé. Pour qu'un homme choisisse une femme, il faudra que les cas s'attendent sur un point. Pour le bien et le bien. Parce que le mariage n'est pas un simple mot dont on va pour chercher le bien et puis s'enrichir. Il y a toutes sortes de problèmes. Soit le garçon, vous vous entretenez pour faire des enfants, pour l'avenir de ces enfants, et lorsque vous êtes, votre force finie et que vous êtes là, en vieillissant, les enfants peuvent venir à votre secours. Mais il faudrait que cette femme soit entretenue par son mari. Parce que si elle est entretenue par son mari, elle-même, elle est contente d'elle-même. Si le mari va chercher une femme au dehors, pour casser cet argent, il faudrait que cet homme-là regarde les moyens qu'il dépense au dehors pour entretenir cette dernière qu'elle a à côté d'elle, à côté de lui. Parce que cette dernière est votre coach. Et comme elle a été créée par, le frère a été créé par Dieu, il faudrait que les deux s'aiment pour chercher le bien-être de ce mariage. Parce que c'est la facilité de ce monde que les femmes, d'autres faits, d'autres moyens pour pouvoir s'enrichir. Et ça là, c'est pas bon. Vous trompez votre mari. Quand vous trompez comme ça votre mari, c'est la désobéissance devant Dieu et vous subissez les conséquences, soit les enfants, ou bien le travail du monsieur se gâte. Comme ça, devant Dieu, c'est pas bon. Donc, il faudrait que l'homme aime sa femme comme il le faut, et madame aussi aime le monsieur comme il le faut, et les deux vont s'attendre et chercher à l'avenir pour que, si Dieu leur donne des enfants, ils peuvent s'enrichir et puis entretenir ces enfants pour leur bien-être, pour que tout ce qu'ils demandent auprès de notre Père Céleste puisse les accorder. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Très bonne journée à vous. Merci pour votre participation. Alors, on va finir rapidement parce qu'on n'a plus suffisamment de temps. Séparation de biens, communauté de biens. On a parlé de la communauté de biens, la séparation de biens. Oui, dans le régime de la séparation des biens, chaque époux a la libre disposition de ses biens. Monsieur a ses biens à lui, madame a ses biens à elle. Chacun gère ses biens dans son propre intérêt. Mais l'intérêt commun, les charges du ménage restent toujours à la charge des deux parties. Voilà l'intérêt de la distinction entre les deux types de régimes matrimoniaux. Très bien. Merci beaucoup, Maître Fana. Merci. Je rappelle que depuis hier, vous nous parlez du mariage. Je pense que là, on a eu un véritable cours magistral, très bien détaillé, de toutes les différentes étapes, et puis de tout ce que le mariage implique comme responsabilité, comme devoir, et surtout comme droit. Merci encore. On espère vous retrouver très bientôt sur ce même plateau. Alors, Maître Bamba était présent également. Avec lui, on a eu des recettes comme ça, pêle-mêle. Alors, le numéro de téléphone pour le téléspectateur qui voulait vous raconter son rêve, 05 88 59 05. C'est ça. C'est bien. Ok. Et puis le dernier cocktail, Monsieur Nda. Alors, le dernier cocktail.
watermelon sera faite ici de tequila juste 200 litres, le triple sec 1 centilitre, du jus de citron juste un trait et le jus de melon, on va utiliser 3 à 4 centilitres. Alors une fois que c'est bon, on va frapper. Ok, c'est bon, on peut passer au verre. Alors, voilà notre cocktail service, tequila melon. Pour ce cocktail, pas besoin de paille, hein, parce que l'idée c'est d'avoir un peu de sel et puis d'avoir le goût de l'alcool derrière. La particularité ici, c'est une tranche une rondelle de citron. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Nda. Merci. Troisième cocktail, donc margarita melon fait de jus de citron, de jus de melon, de tequila et de triple C. Cocktail, ma foi, facile à réaliser et j'espère qu'il sera tout aussi bon. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Votre numéro de téléphone, monsieur Nda? 07 61 16 95. Très bien, j'espère que vous avez le temps de noter. Cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver les jeudis et les vendredis. Vous le savez, lundi, mardi et mercredi, c'est Mohamed Kanté qui a la responsabilité de vous entretenir. Je vous rappelle que demain, à partir de 17 h, je serai très heureuse d'être en votre compagnie pour l'émission C'est samedi sur la 2. Je recevrai avec grand plaisir Marie-Lise Asseux. Voilà. Restez connectés sur RTI2, nos programmes continuent. Excellent week-end sur notre chaîne.